C'est parti, épisode numéro 2 de la chaîne Bon Sang la Rondelle. Mon nom est Jonathan Laure, comme quoi il y a des affaires qui n'ont pas changé depuis le lancement. D'ailleurs, pour ceux et celles qui auraient manqué le tout premier épisode, je t'invite évidemment à aller l'écouter, mais t'es pas obligé de faire ça tout de suite non plus, là. Tu peux commencer avec l'épisode d'aujourd'hui. Tu devrais quand même être en mesure de suivre l'histoire. Il n'y a pas de personnage mort dans le premier épisode qui va revenir dans le quatrième. C'est assez standard comme format, je te dirais. En fait, le plus gros revirement auquel tu peux t'attendre dans Bon Sang la Rondelle, c'est genre un changement de chandail puis une barbe qui est plus ou moins rasée que l'épisode d'avant. J'ai essayé d'avoir un caméo d'Al Pacino, mais à date, il retourne pas mes appels. Vous avez bien rejoint la boîte vocale d'Al Pacino au son du thème sonore. Say hello to my little friend! Il a l'air occupé. On va le rappeler plus tard. Bref, pour les nouveaux et les nouvelles, bienvenue sur la chaîne. Pour les autres, re-bienvenue. Et si tu te reconnais pas dans aucune des deux catégories, ben là, je sais pas vraiment quoi te dire parce que ça se peut que t'existes pas vraiment. Va vers la lumière. Il y a quelqu'un qui t'attend, là, je pense. Mais sinon, t'es le bienvenu quand même. Épisode 2 qui s'annonçait pour être passablement chargé, mais somme toute assez léger quand même. Tu sais, je voulais parler des nouveaux contrats de Lucas Raymond et Moritz Seider à Détroit, de celui de Thomas Hardy à Dallas. Je voulais jaser de la brigade défensive du Canadien, de la formation déployée sur le jeu de puissance. Au passage, je voulais même faire un clin d'œil aux partisans des Athletics d'Oakland qui ont assisté cette semaine au dernier match de leur équipe à domicile avant la relocalisation de la concession à Vegas. Mais telles toutes mes meilleures intentions de bien m'alimenter pendant la semaine, tout ça a foutu le camp rendu au samedi soir. Soirée où le Canadien Montréal affrontait ce que j'assume être une version des Maple Leafs de Toronto achetée sur Wish. Un alignement partant qui comptait probablement pas plus que 5 ou 6 joueurs pouvant aspirer à un poste sur l'équipe cette saison. Match qui avait lieu au Centre Bell, donc devant une foule partisane ainsi que ce que je pensais être les restants d'un divan de mes grands-parents habilement déguisés en veston de Piquet Souban. Et honnêtement, j'étais très excité à l'idée de regarder ce match-là parce que malheureusement, j'ai manqué le tout premier match pré-saison face aux Flyers qui se tenait la veille du lancement de la chaîne. Et donc, c'était la première fois que j'allais avoir l'opportunité de voir Patrik Laine dans l'uniforme du Canadien de Montréal. Une expérience qui s'est avérée encore plus courte que lorsque je m'étais lancé le défi d'écouter un épisode d'Occupation Double. Hey, c'est pas fort les textes là-dedans, hein? J'aime ça être mannequin parce que j'aime ça être, mettons, dans des photos. Mettons, mettre des nouveaux manteaux, des nouveaux chandails. Je suis vraiment à l'aise avec ça. Et peut-être. Je connais des parents qui auraient mieux fait d'avoir été à l'aise de mettre un condom. Bref, ça n'a pas duré longtemps. En fait, dès les premiers instants du match, le Canadien a perdu les services du jeune défenseur David Reinbacher, ce qui faisait probablement pas partie du plan de match initial de Martin Saint-Louis. Hein. C'est plutôt rare que ça fait partie de la stratégie d'avant-match parce que c'est du hockey puis pas du soccer. Là. Et malheureusement, tout ça s'est avéré n'être qu'un apéritif à ce qui allait suivre. Et là, mise en garde, warning. Les images et propos qui suivent peuvent rendre le goût d'une bouchée de sandwich beaucoup moins agréable. Nous préférons vous en avertir. Même pas 5 minutes après le début de la rencontre, le toit du Centre Bell s'est effondré sur la tête des partisans du CH, alors que Patrik Laine, comment je dirais ça donc, s'est fait réorganiser le genou, puis ça avait pas l'air trop feng shui comme technique, là, par l'attaquant Cédric Paré, un joueur de la Ligue américaine âgé de 25 ans, dont l'expérience dans la Ligue nationale se résume à, j'ai sa fiche ici, c'est ça, regarder les matchs. Et là, avant d'aller plus loin, je veux mettre une chose bien au clair. Cédric Paré, ce n'est pas le fils de Satan. C'est un gars qui fait ce qu'il peut pour se tailler un poste dans la Ligue nationale puis justifier son prochain contrat. À mon avis, il a clairement sorti le genou, mais c'était pas avec une intention de blesser. C'était un réflexe sur un jeu qui se déroulait pas mal plus vite que la séquence visionnée au ralenti sur 4 angles différents. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, ça enlève absolument rien au fait que tu es responsable de tes agissements sur une patinoire. Si tu es jugé responsable de ton bâton, même sur un geste accidentel, je pense qu'on est aussi en droit de s'attendre à ce qu'on te juge responsable de tes propres genoux. Là. Puis ce genou-là, que tu vives dans le déni ou pas, il était sorti. Lâche-moi l'argument de la rotation puis du transfert de poids. Là. Paré allait se faire battre, puis son réflexe, ça a été de sortir le genou pour freiner Laine. Point final. Maintenant, je te cacherai pas qu'à chaud, j'en ai dit des de fuck. Puis je l'avoue, sur le coup, ce qui s'est produit par la suite, c'est exactement ce que je souhaitais qu'il arrive. En fait, je dirais même que ça, c'était la version raisonnable de ce que je souhaitais, parce que si je suis 100% honnête, mon véritable souhait à ce moment-là, c'était qu'un de nos gars de la Ligue américaine vise la tête de Matthews, Marner ou Nylander. Chose qui aurait été difficile parce qu'aucun de ces joueurs-là était en uniforme pour les Leafs samedi soir. Hein? Craig Berube savait ce qu'il faisait ce soir-là. Et il est là, le
de problème, du moins un des problèmes, parce que l'arbitrage en est un autre, puis faites-toi-en pas, on va y revenir. Parce que même si c'est vrai que ça ferait du bien intérieurement de faire le procès de Cédric Paré, la vérité c'est qu'on n'arrivera jamais à un consensus à ce niveau-là. Pour tous ceux et celles qui vont dire que Paré a sorti le genou, tu vas en trouver autant qui vont dire que c'était pas le cas, et pour chaque personne qui va dire que son geste était intentionnel, tu vas en trouver autant qui vont prétendre le contraire. Fait que commencer à débattre de ça, c'est du temps perdu selon moi. Mais là où je pense qu'on va tous pouvoir s'entendre, c'est sur la pertinence des games pré-saison dans la formule actuelle. Parce que c'est pas vrai qu'on travaille quoi que ce soit de pertinent dans ces matchs-là. La moitié de la game se joue sur des unités spéciales que t'as même pas eu le temps de commencer à travailler. Puis le peu de chimie que tu vas pouvoir développer entre les joueurs, c'est ceux qui sont destinés à évoluer dans la Ligue américaine. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a très peu de postes à gagner véritablement pendant le camp d'entraînement ou les matchs pré-saison. Regardez l'alignement des Leafs lors du match samedi soir. Il y a 3, peut-être 4 réguliers dans le line-up. Pontus Holmberg, Matthew Knies, Nicholas Robertson et Simon Benoit qui va peut-être devoir se contenter d'un rôle de 7e défenseur chez les Leafs cette année si le genou de Yanni Akampa peut revenir au jeu avant la fin de la décennie. Tu me feras pas à croire que Cédric Paré, Ryan Verberg et Jacob Quillen jouaient pour un poste sur l'équipe samedi soir. À moins d'être en audition pour chauffer à Zamboni ou vendre des hot dogs, c'est direction Ligue américaine. Fait que c'est quoi l'intérêt d'habiller ces joueurs-là face aux meilleurs joueurs de la Ligue nationale? On développe qui ou quoi à part l'urticaire à l'idée qu'un des meilleurs joueurs se blesse. Puis la même chose s'applique aux Canadiens, by the way. Tu sais, je l'aime bien, Luke Tuch. Je trouve que c'est un joueur qui est le fun à voir aller, mais c'est pas vrai que ce gars-là avait même l'ombre d'une chance de se tailler un poste sur l'équipe au terme du camp d'entraînement cette année. La Ligue nationale, c'est une ligue d'élite, ok? Puis t'as beau avoir les meilleures intentions au monde, c'est pas vrai que tout le monde a le talent nécessaire pour jouer dans cette ligue-là. Ça veut pas dire qu'ils l'auront jamais, mais pour l'instant, ils l'ont pas. Et quand tu mets sur la patinoire des joueurs qui sont pas prêts pour ce calibre de jeu-là, t'arrives à des incidents comme ceux de samedi. Tu sais, il y a une raison en Formule 1 pour laquelle Max Verstappen et Lewis Hamilton coursent pas sur le même circuit que le dernier dommé à avoir obtenu son permis temporaire. C'est parce qu'il est pas de calibre. Puis même si Verstappen et Hamilton vont le clencher au départ, il va arriver un moment dans la course où ils vont recroiser le dummy sur leur chemin parce qu'ils vont avoir pris un tour sur lui. Puis si le dummy sait pas comment réagir à ce moment-là, ben il y a des bonnes chances qu'il amène Verstappen et Hamilton dans le mur en négociant une courbe qui a mal évaluée. Si mes calculs sont exacts, les Leafs avaient encore un effectif actif de 55 joueurs au camp d'entraînement samedi soir. Le Canadien en avait 52. Tu peux faire 2 équipes de chaque bord avec ça, puis il va encore te rester des joueurs à mettre sur la passerelle. Tu veux me faire croire que tous ces joueurs-là bataillaient pour un spot sur l'équipe? Fine. Organise-toi des matchs hors concours intra-équipe, puis have fun. Tu veux gagner ta place dans l'alignement, buddy? Tu le feras en blessant les joueurs de ton équipe. Mais un coup rendu au match contre d'autres formations, ton roster, c'est pas 52 ou 55 joueurs qu'il devrait avoir, c'est 30 joueurs maximum. Ça te laisse 2 trios complets puis 2 paires défensives d'extra. Je te donne même un spot de plus si tu veux garder un 3e gardien. Ce qui est amplement suffisant pour couvrir tous les joueurs qui bataillent véritablement pour un poste sur l'équipe. Le reste là, ship-moi ça dans la Ligue américaine ou dans la East Coast League parce que de toute façon, c'est là qu'ils vont passer l'année et probablement même le restant de leur carrière professionnelle. Parce que sinon, les gestes qu'on a vus samedi soir sont appelés à se répéter ad nauseam. Regardez ce qui s'est produit le même soir à Philadelphie dans un match entre les Flyers et les Bruins. Il y a Billy Swayze qui tente de se faire un nom en s'en prenant à Matvei Michkov. C'est qui ça, Billy Swayze? Exactement. Swayze, c'est un gars de 28 ans qui compte un impressionnant total de 9 matchs en carrière dans la Ligue nationale. L'année dernière, avec les Monsters de Cleveland dans la Ligue américaine, il montre une fiche de 4 points en 57 matchs. C'est un gars que sa job, c'est juste d'être physique puis de pas sentir trop mauvais. Et dans sa grande sagesse de gars qui a absolument rien à perdre, il a décidé de prouver son point et son utilité en s'en prenant à Matvei Michkov. Résultat, c'est Sean Couturier, un autre joueur établi de la Ligue nationale qui revient de sérieuses blessures par surcroît, qui doit aller mettre un terme à tout ça. À qui ça profite tout ce cercle-là? Je veux dire, y a-tu vraiment quelqu'un dans les estrades, dans l'organisation des Bruins de Boston qui s'est dit à ce moment-là « Oh boy, hey, Swayze vient de se gagner un poste avec ça, ballotte-moi Brandon Carlo au plus on n'en a plus de besoin, voyons si Ce qui m'amène à mon 2e point. Pourquoi Arber Xhekaj et Sean Couturier ont été obligés d'intervenir comme ils l'ont fait samedi? Parce que les 2 arbitres ont décidé, parce que c'est un choix, là, ont décidé de dormir au gaz puis de laisser les choses s'envenimer. Samedi soir au Centre Bell, c'était Ghislain Hébert et Francis Charon qui étaient en charge d'officialiser la rencontre.
Ça aurait été le fun que quelqu'un les prévienne parce que clairement, ils n'étaient pas au courant. Le geste de Cédric Paris, c'était minimum, une révision pour tentative de blessure. Puis ils ont l'autorité et le temps pour la demander, cette révision-là. C'est pas comme si Patrick Laney s'était relevé d'une traite pour se diriger au vestiaire après le coup. Si tu sors Paris du match à ce moment-là, rien de ce qui suit se produit, puis on a peut-être droit à un match de hockey. Je dis peut-être parce que clairement, les joueurs des Leafs avaient d'autres intentions que ça depuis jeudi. Il y a des joueurs du CH qui étaient très clairement ciblés par les Leafs au cours des 2 rencontres. On a vu Domi et Reeves cibler Lane Hudson jeudi. Connor Timmins l'a aussi fait lors du match de samedi. Tu veux éviter que tout ça dérape, c'est aux arbitres d'y voir. Si tu fais rien, tu places les joueurs dans une position où ils n'auront pas d'autre choix que de le faire à ta place. Parce qu'on s'entend, là, John, le fan de hockey, assis chez eux tranquille à son bureau pour regarder le match, lui, il en veut pas de blessure. Pas chez le Canadien ni nulle part ailleurs. Moi, les joueurs vedettes, je les veux ça à glace. Ça va être mes ennemis jurés. Je me suis pas réjoui de voir William Nylander quitter la rencontre jeudi soir. Mais si je suis le coéquipier de Patrick Laney, que je le vois se faire décaper un genou par un gars de la Ligue américaine, puis que tu m'envoies dans mêlée avant que j'ai eu le temps de relativiser l'événement, tu peux être certain que je pars après le premier gars de ton top 6 que je peux pincer open ice avec les coudes à hauteur du cou. C'est même pas une question de code ou de mentalité toxique, là. Rendu là, c'est de la nature humaine. Ces gars-là sont rendus là où ils sont parce que c'est des compétiteurs. C'est utopique en bâtard de penser qu'ils vont passer à autre chose dans leur tête en prenant 2 bonnes respirations puis une gorgée de Gatorade. Ghislain Hébert et Francis Charon avaient pas seulement le pouvoir, ils avaient aussi la responsabilité ce soir-là de faire en sorte que les événements déraillent pas de la façon dont on l'a vu. C'est une game hors concours qui veut absolument rien dire, puis t'as tous les prétextes au monde pour sortir un joueur de la Ligue américaine qui normalement devrait avoir aucune incidence dans le match. Là, au contraire, tu l'as laissé devenir l'histoire de la rencontre. Puis j'aimerais ça dire que ça va se limiter aux 7 minutes d'avantage numérique puis à l'expulsion d'Arber Xhekaj, mais on sait tous que ce sera pas le cas. Là. Au moment d'enregistrer la capsule, la Ligue vient tout juste de rendre son verdict au sujet d'Arber Xhekaj. Une amende de 3 385,42 $, soit le maximum qui peut être imposé par la Ligue, mais aucune suspension. Si c'est pas un aveu de la Ligue que leurs officiels n'ont pas été à la hauteur, ça, je sais pas ce que c'est. Là. Parce qu'en temps normal, puis je l'adore Arber, mais en temps normal, le geste qu'il a posé, je te parle pas du motif, là, uniquement du geste, ça aurait dû mériter une suspension. Mais de toute évidence, la Ligue a jugé qu'il y avait des circonstances atténuantes dans le dossier et l'ont laissé partir avec une simple tape sur la main. Prochaine étape, je pense qu'ils vont essayer de l'arroser avec de l'eau en spray pour pas qu'elle recommence. Non, Arber, non, ça c'est non. Mais ça fait pas en sorte que le dossier est plus réglé pour autant dans la tête des 2 équipes. Là. Le Canadien dispute son premier match de la saison contre les Leafs au Centre Bell le 9 octobre. Pensez-vous vraiment que tout le monde va en rester là? C'est sûr que non. Là. Reeves va partir après Xhekaj, Pezzetta va partir en transe au banc des punitions. Domi va mettre une couche d'extra sur tout ce qu'il fait, puis on va repartir le bal. Là. Je sais pas à qui on va confier l'arbitrage du match ce soir-là, mais réchauffez votre sifflet, les boys, ça va être une soirée occupée. D'ici là, on devrait en avoir appris plus sur l'état de santé de Patrick Laney. S'il s'avère qu'il est fini pour la saison, jouez la tête haute, les boys, parce qu'il y a des coudes qui vont se porter pas mal plus haut que d'habitude. Et tout ça pourquoi? Parce que 2 arbitres ont décidé de se caresser le sifflet au lieu de prendre contrôle d'un match qui voulait rien dire, alors que la seule décision à prendre, c'était de sortir Paris pour son geste sur Patrick Laney. T'évites toute une escalade qui là va s'échelonner sur plusieurs matchs et plusieurs coups de sifflet, tout ça pour un gars qui donnera probablement jamais un coup de patin dans la Ligue nationale. Great work, guys! Je vais m'arrêter là-dessus parce que la capsule s'annonce pour être déjà plus longue que tout l'ensemble des punitions accordées à Arber Xhekaj. Mais avant de quitter, je vais quand même me permettre un petit message aux partisans des Leafs sur X alias Twitter. Là. On peut-tu arrêter de faire semblant que Arber Xhekaj s'en est pris à Oleg Petrov? Là? Cédric Paris, il fait 6 pieds 4, 212 livres. Il a amplement le physique de l'emploi pour faire face à la musique et répondre de ses actes. S'il n'a pas le goût de le faire, pas de problème. Mais à ce moment-là, qu'il s'abstienne de jouer de cette façon-là. Est-ce que je pense que son geste était prémédité? Non. Est-ce que je pense que lui et sa famille méritent de se faire harceler sur les réseaux sociaux? Encore moins. Mais dans la vie, même les gestes non prémédités ont des conséquences. Si je ramasse un cycliste sur le bord de la route avec mon char, j'ai beau dire que j'ai pas fait exprès, m'a quand même m'attendre à des conséquences. Puis à partir du moment où les arbitres ont décidé de simplement s'en laver les mains, ben il fallait s'attendre à ce que les joueurs imposent cette conséquence-là à leur place. Fait que quand Cédric Paris nous dit après le match, I wasn't ready for that. Like, it kind of caught me by surprise, but you know, like I know what he's trying to do, like, and I gotta face it.
Yeah, bullshit, buddy, OK? Premièrement, t'as pas fait face à quoi que ce soit, fait que tu peux arrêter de te péter les bretelles là-dessus. Puis deuxièmement, viens pas me dire que ça t'a pris par surprise. Ce soir-là, au Centre Bell, il y avait au-dessus de 21 000 spectateurs, puis je te garantis qu'il y a pas une personne dans l'aréna qui savait pas ce qui s'en venait. Fait que j'étais pas prêt, puis ça m'a surpris à d'autres, s'il te plaît, OK? Là-dessus, je vais aller me recalmer un petit peu, parce que là, je sens que tout ça remonte à la surface, mais je suis curieux de vous entendre. Le geste sur Patrick Laney. Coup vicieux ou un simple accident dans le feu d'action? La réplique de Harbour Xhekaj, exagérée ou appropriée? Votre salade de choux, crémeuse ou traditionnelle? Sur qui vous mettez le blâme pour ce qui s'est produit samedi soir? Les joueurs? Les arbitres? La Ligue? Et surtout, aujourd'hui, là, à quoi vous vous attendez pour le match du Canadien face aux Leafs le 9 octobre? Pensez-vous que la température va avoir eu le temps de baisser un petit peu? Ou si au contraire, vous pensez que la colère va juste avoir pris plus d'ampleur? Hâte de vous lire là-dessus. Pour ma part, comme je le disais en ouverture, c'est pas du tout ce que j'envisageais aborder comme sujet pour le deuxième épisode. Mais faites-vous-en pas, je garde tous ces sujets-là ainsi que tous les graphiques que j'avais déjà faits en banque pour un épisode à venir. On s'en rejase au prochain épisode, mais pour l'instant, je laisse le mot de la fin à notre bon chum P.K. Subban. What the hell was that last night? Where is the respect for NHL superstars playing in the National Hockey League? I don't see it. I'm not talking about babying the superstars. It can't be any cheap shots on our superstars. I'm sorry. Not by a guy that people aren't. Cedric Paré, I didn't go to the game last night to watch him play. I'm paying admission to watch Patrick Laine play, not him. Cedric, you got to fight. You can't walk away. How do we police this? It's a problem. People paying big money to watch the superstars play. Team sport. People pay money to watch the stars play. It should have never happened. It was disgusting.